Alors, en direct de notre village bien-aimé, nous sommes à Franchesse aujourd'hui, le 16 décembre. Et donc, j'ai autour de moi de l'activité fort sympathique. Et nous allons aborder un domaine important, parce que Franchesse, vous allez voir, nous réserve quelques surprises. Nous allons parler d'histoire. Alors, pour nous parler d'histoire, Gérard Vernis nous a convié Monsieur Cornieux. Alors, Monsieur Cornieux, expliquez-nous. Moi, j'ai une question là qui me triture. C'est l'affaire des lanciers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lanciers ? Alors tout d'abord bonjour et puis je voulais vous remercier de vous être aventuré un peu sur cette terre de Franchesse parce que pour une fois qu'on parle de nous, c'est pas courant. Mais déjà, alors, merci à vous. Confidence. N'oubliez pas une chose, dès que vous voyez RCF, c'est la radio de proximité et nous donnons la parole à des gens qui ne l'ont jamais. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là, en toute convivialité. Ça fait partie, en quelque sorte, d'un service qui nous semble pour nous naturel. D'accord, mais écoutez, merci à vous. Alors, lancier, c'est un terme, c'est le deuxième gentilé des habitants de Franchesse et les origines sont douteuses. Enfin, douteuses, on ne sait pas trop exactement pourquoi les lanciers s'appellent les lanciers finalement. Oui. Il y a deux hypothèses. Oui. La première viendrait de l'ère napoléonienne, où des jeunes Franchessois seraient revenus au village fanfaronnant et on dit hey, les gars, nous on fait partie des lanciers de Napoléon. Oui. Alors ils se vantaient un peu, sûrement quelque peu avinés, on va dire. Pas en 1814. Non, c'était après. Ah bon? Oui, oui, c'était après. Et donc voilà, et le terme est resté. Il faut savoir qu'il y a bien eu un régiment de lanciers sous Napoléon. Oui. C'était un régiment prestigieux. Oui. C'était ce qu'on appelait à l'époque des troupes d'élite. Oui. Mais le hic, c'est que le régiment de lanciers était un régiment de Polonais. Oui. Oui. Donc là, il y a quand même un doute. La deuxième hypothèse, pour moi, selon moi, qui est la plus vraisemblable, viendrait des émeutes de 1816. Il faut savoir qu'à Franchesse, il y a eu de graves émeutes en 1816. Donc je dresse un léger synopsis. En 1816, on est sous Louis XVIII. Oui. Et Louis XVIII, pour enrayer la cherté du blé, décide l'importation massive par bateau de grains, blé et d'oléagineuses. Oui. Donc, intéressant. Est-ce qu'il croyait très intéressant. Le CETA avant le. Voilà. N'est-ce tout à pas, fait. Monsieur le maire? Et ce qu'il croyait être bénéfique pour les villageois, finalement, va s'avérer désastreux parce que les spéculateurs vont bloquer l'importation des blés, vont stocker, vont faire monter les prix et va entraîner les villageois dans une famine terrible. Et il faut savoir que les émeutes de 1816 ont commencé ici, chez nous, à Franchesse. Oui. Donc le prix du quintal de blé atteint des sommes astronomiques. Oui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a du blé, les greniers à blé sont pleins, ils débordent de blé et les gens crèvent de faim. Oui. Donc là, devant ce fait, il y a une révolte qui va démarrer à Franchesse, qui va se terminer à Bourbon et qui va enflammer carrément presque tout le département d'Allier. Il faut savoir, du côté de Souvigny, mais jusqu'à Moulins, il va y avoir des émeutes. Et le point de départ, c'est Franchesse. D'accord. Où le docteur Cornillon, qui a écrit un ouvrage remarquable, cite des ouvrières en haillons qui attaquent le boulanger parce qu'ils disent évidemment. Que voilà. Donc cette révolte qui a eu lieu avec des Franchessois, des lanciers armés de vieux fusils, de bâtons et de lances. Et c'est peut-être là l'origine du terme lancier. Pour moi, c'est mon avis personnel. Hein. Ça n'engage que moi, c'est ce que je mets dans mon blog. Ça n'engage que moi, mais pour moi, ça viendra de ça. Voilà, c'est votre analyse. Voilà. Que, alors, revenons un petit peu, faisons un petit peu d'histoire. Le nom de Franchesse. Tout à l'heure, Monsieur le maire me disait, Franchesse, il y a certainement une connotation Villefranche. Tout à fait. Alors, expliquez-nous. Alors, Franchesse vient d'une franchise, une franchise qui était accordée par les seigneurs de l'époque, qui s'appelait Archambault V. Oui. Et c'est une franchise qui date environ de 1131. Voilà, très ancienne. Ouais, 1131. Mais la franchise en termes, on va dire, on va pas s'étendre trop sur le sujet, mais la franchise accorde, c'est la fin de la taxe seigneuriale pour les bourgeois. Oui. C'est-à-dire que les bourgeois et riches marchands ne paieront pas la taxe seigneuriale. Mais en aucun cas, les villageois ne vont s'émanciper finalement, parce qu'ils vont souffrir la misère et la faim. Et
Et donc ça viendrait de ça. Ensuite, 1151, c'est l'érection de la magnifique église c'est un joyau, c'est notre joyau. Hein, je pense que Monsieur le maire est d'accord. Oui. La merveilleuse église Saint-Étienne qui est magnifique. En plus, je tiens à souligner vraiment les. Oui, dites-le parce qu'elle a des particularités, votre église. Elle a des particularités. Déjà, la première des particularités, déjà, je tiens à remercier toutes les municipalités présentes et passées qui ont su entretenir ce joyau. Oui. Et c'est une église qui est dans son jus. Elle a subi très peu de remaniements, à part au XVe siècle. Le clocher. Voilà, le clocher. Le clocher. L'origine du clocher de Franchesse, c'était un clocher en pierre. En pierre, classique, voilà. Comme on retrouve à Chareil. Tous ces... Et donc maintenant, c'est un clocher en châtaignier de belle facture, hein, oui. qui s'harmonise très bien avec le reste de l'édifice. Alors, il y a une chose qu'il faut dire et qu'on ne peut pas louper à Franchesse, c'est que vous avez des fossés. Alors les fossés, oui, c'est pareil. Les fossés, il existe des fossés. D'ailleurs, chez nous, à Franchesse, on appelle ça le canal. Tout le monde dit, le canal. Ah. Moi, gamin, j'ai pêché au canal, pêché les poissons rouges, et c'est vraiment... c'est fait partie de notre petit patrimoine qui est fort intéressant. L'origine, on pense à l'origine que Franchesse, le bourg de Franchesse, au centre, il y avait un château. Oui. Dont il ne subsiste malheureusement plus rien. Oui. Et que ce sont ces fossés qui entouraient le château de Franchesse. Oui, on voit bien, voilà. En arrivant, on voit bien, effectivement. Et chose particulière, c'est que ce canal, malgré les temps de sécheresse, malgré tous les aléas climatiques, n'est jamais à court d'eau. Il y a toujours de l'eau. Il serait certainement alimenté par une source. D'ailleurs, on raconte, des écrits anciens racontent qu'une source passerait sous l'autel de l'église. Ah, d'accord. Et qu'elle aurait été bâtie justement sur une rivière parce que censée représenter la vie. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur le canal, enfin les fossés de Franchesse. Alors, on a aussi Franchesse, ce qui est ignoré de la plupart des gens, qu'il y a eu des personnages à Franchesse qui sortent de l'ordinaire. Ah oui, il y a eu des personnages au cours de mes recherches, des êtres vraiment, des êtres hauts en couleur, mais que ce soit des hommes ou des femmes. Hein, je pourrais vous en citer quelques-uns à travers les siècles, à travers les époques. Allez-y. Je vais faire honneur aux dames et je vais vous citer le cas de Françoise Clémenceau. Françoise Clémenceau était une femme du bourg qui est née à Couzon. Elle n'est pas née à Franchesse, mais elle est née à côté. Mais elle s'était mariée avec un monsieur de Franchesse. Oui. Et Françoise Clémenceau était une femme robuste. C'était une bonne bourbonnaise bien bâtie et qui jurait comme un charretier. Ah. Et quand elle avait son mot à dire, elle le disait haut et fort. Oui. Et il faut savoir qu'en 1793, Franchesse, à la Révolution, appartient au district révolutionnaire de Sérilly. C'est Sérilly, oui, c'est pas Sérilly. Souvigny, non, c'est Sérilly. Ah, d'accord. Et donc voilà, et il a été décidé de vendre l'église comme bien national, et donc l'église était promise à la destruction. Oui. Donc l'église a été vendue à un certain sieur Nicolas, qui lui n'avait pas trop d'état d'âme, ma foi, qui lui, il y a qu'une seule chose qui l'intéressait, c'était les pierres de l'église. Oui. Donc quand il déboule, entre guillemets, avec ses hommes pour démonter l'église, il tombe nez à nez avec Françoise Clémenceau, armé d'un gouillard, d'autres de fourches, et qui lui dit si toi tu touches à mon église, je t'effonde avec mon gouillard. Ah donc, oui, d'accord. Les gars ont pris peur, ils sont vraiment sauvés. Et c'est comme ça que l'église a été sauvée de la destruction. Ce qui n'a pas été le cas de l'église, de la merveilleuse église Saint-Jacques de Limoise, qui a été détruite à la Révolution, et puis la magnifique chapelle à Bourbon-l'Archambault qui a été, elle, complètement détruite. Ah oui. Donc c'est grâce à Françoise Clémenceau que notre église tient encore debout, et j'espère pour les siècles durant. Ouais, c'est bien de parler de cette mémoire, parce que effectivement, il y a eu des exemples comme ça à la Révolution de protection des... Exactement, oui. Ouais. Alors, autre personnage, parce que quand on a préparé un peu l'émission, on a vu qu'il y avait des personnages atypiques à Franchesse. Oui, il y a eu des personnages vraiment atypiques, je pourrais vous en citer. Enfin, il faudrait plus de 2 heures pour vous raconter un petit peu. Oui, non, mais ceux qui vraiment... les plus intéressants, tout est relatif, mais je peux vous citer le cas de Jean-Baptiste Torteau, qui était maire en 1800, dans les années 1820. Et Jean-Baptiste Torteau était un ancien capitaine de l'armée napoléonienne qui a fait toutes les campagnes de Napoléon, qui a été bien sûr blessé et qui a été décoré de la Légion d'honneur par l'empereur à la bataille d'Eylau. Oui. Et c'était vraiment un personnage incroyable.
Et j'ai retrouvé, grâce à mon frère qui aussi aime bien un petit peu passionné d'histoire, lui dans un autre thème, il m'a envoyé une lettre originale du maire Horto qui est écrite sur un vélin. Oui. À l'époque, le vélin, c'était de la peau de veau mornée. L'étymologie vélin vient de là. Voilà, voilà. Et qui demande à un de ses conseillers de subvenir, d'avancer quelques fonds pour pouvoir combler les frais de dépenses de travaux sur la commune. Oui. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, siégeaient au conseil municipal les 10 plus riches propriétaires. Oui. Donc c'était pas trop démocratique, on va dire, et que ça dépendait du bon vouloir de ces messieurs qui étaient, ma foi, assez riches. Et puis donc le maire était un petit peu pris au dépourvu. Il était obligé, entre guillemets, de s'abaisser un peu devant ces... on appelait ça des officiers municipaux. C'était vraiment c'était une autre époque. Hein. C'était vraiment une autre époque. Alors, un autre personnage aussi, qui a été un député. Oui, bien sûr, oui. Alors, Franchès, c'est 9 légions d'honneur et c'est 3 députés. Je trouve que c'est quand même pas mal pour un petit village. Oui, alors, dites-nous, 3 députés, lesquels alors? Alors, 3 députés, je vais citer bien sûr Pierre Brison. Oui. Pierre Brison qui fut député par 2 fois, qui a eu 2 mandatures, qui était avocat. Oui. Qui était journaliste, il a fondé le journal La Vague, et qui a eu une position pendant la guerre de 14 très franche, parce qu'il fut un des 3 seuls députés à refuser de voter les crédits de guerre en 1916. Voilà, c'est ça. À cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait l'Union sacrée, où tout parti politique confondu était main dans la main pour soutenir l'effort de guerre, et Brison a eu le courage de dire non. Oui. Ça lui a coûté, cher dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle, mais il a eu le courage quand même de s'opposer. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Pierre Brison. Le 2e député, c'est un gamin du pays de Franchès. Hein, c'est un gamin qui est né à quelques mètres d'ici. Je voudrais citer la mémoire de Monsieur Caillé, Francis Caillé, qui lui n'était pas député de l'Allier, mais était député de la Seine. Et c'est quand même un gamin qui a fait un apprentissage de pâtissier, qui a fait son apprentissage de pâtisserie Bourg-Marchambault, et qui un véritable autodidacte, une personne, je trouve, extrêmement courageuse et intelligente, qui est devenu un député reconnu, on va dire. D'accord. Et le 3e député, c'était un ancien maire de Franchès qui s'appelait Monsieur Roquet, Léon Roquet. Léon Roquet, ouais. Qui est devenu député à la mort du docteur Vinatier, Balthazar Vinatier, qui était maire de Lurcy-Lévis. Alors, quelle époque ça c'est 1800, fin 19e, c'est-à-dire fin 19e, oui. Et Léon Roquet a été maire de Franchès et a été ancien député. D'ailleurs, j'ai retrouvé un article de Léon Roquet, je trouve ça absolument incroyable, parce qu'il voulait que les petits Francessois aient accès à l'éducation, donc il avait fait une demande auprès de la préfecture de l'Allier pour installer une bibliothèque. Et la réponse du préfet à l'époque, je trouve, elle est absolument cinglante, parce qu'il met que, de toute façon, les petits Francessois étant essentiellement des petits paysans, ils n'auront certainement pas le temps de lire un bouquin le soir, ils sont tellement fatigués que les pauvres, après être rentrés des champs, ils préfèrent aller se coucher. J'avais trouvé ça quand même un peu gros à l'époque. Alors, monsieur le maire, réaction, parce que une commune où on apprend qu'elle est à la naissance, en quelque sorte, de 3 députés, c'est pas ordinaire. C'est vrai que c'est pas ordinaire, et puis peut-être qu'on nous le rappelle pas assez souvent, parce que les mémoires, elles sont pas toujours réactivées. Alors Alexandre, lui, il a un blog qui est très intéressant. D'ailleurs, la municipalité lui laisse une place presque toutes les semaines, il s'exprime sur ce blog. Oui. Et je reconnais que même moi, des fois, il m'apprend quelques histoires. Je repense au menuisier qui a fait fabriquer la porte de l'église. Je savais pas son nom. Ah, oui. Alors, question de monsieur le maire. Alors, c'est vrai que ce menuisier était quelqu'un d'important à l'époque. Et il faut savoir que quand on se balade dans les rues du village, chaque pierre, chaque maison a une histoire particulière. Pas toutes, mais certaines ont une histoire. Oui. Par exemple, la porte de l'église, c'est une porte magnifique, c'est une porte monumentale, comme toutes les églises de cette époque. Parce qu'il faut savoir, on faisait les portes des églises tellement hautes parce que les seigneurs avaient le droit de rentrer avec leurs chevaux dans l'église. Oui. On mettait le foin à l'entrée, et seul le seigneur avait le droit de rentrer avec le cheval. Il était même pas obligé de descendre de cheval pour assister à la messe. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Donc cette porte a été facturée par monsieur qui s'appelait Francis Blondeau,
qui était un menuisier réputé, un menuisier ébéniste. Et il avait une particularité, c'est que ce monsieur a été admis au sein de la Société d'émulation du Bourbonnais. Ah. C'était quand même pas courant, parce qu'à cette époque, au 19e, la Société d'émulation du Bourbonnais, c'était quand même quelque chose de très élitiste. Ah, c'était le Saint des Saints. C'était le Saint des Saints rentré à la Société d'émulation du Bourbonnais. Donc ce monsieur était rentré quand il était reconnu par son travail de qualité. Mais vous savez, là, en Bourbonnais, on voit historiquement, on a vu des menuisiers. Je me souviens la sacristie de l'abbatiale de Souvigny. Quand vous voyez les décors qui ont été réalisés, ça a été réalisé par des artisans locaux. Quand vous voyez la qualité de ces ouvrages, c'est fabuleux. Ce qui prouve bien que dans ce terroir, il y avait vraiment des gens de valeur. Alors,